Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier en coulisses avec Marie-Charlotte. Bonjour Marie-Charlotte. Hello Marine. Je suis ravie de te voir, de t'accueillir et merci d'avoir accepté l'invitation pour raconter à toutes celles et ceux qui sont intéressés par le podcast Ton Parcours. L'idée de ce live, c'est qu'il soit interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à nous dire d'où vous nous écoutez, pourquoi vous êtes venu. Est-ce que vous avez peut-être un podcast en tête que vous aimeriez lancer ou peut-être que c'est déjà le cas. Donc, n'hésitez pas à nous dire et à poser toutes les questions dans le chat. On y répondra. Pour celles et ceux qui connaissent pas Chance, en quelques mots, Chance, c'est un bilan de compétences et une communauté d'entraide professionnelle pour vous aider à trouver votre voie ou alors à réajuster ce qui ne va pas dans son travail. Parce que parfois, on se dit, j'en ai ras-le-bol et je veux tout mettre à la poubelle. Et en fait, c'est pas forcément le métier qui a un problème. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être ajustées et on vous y aide. Et dans le parcours, il y a 3 grandes phases. La première, c'est l'introspection. Ensuite, c'est l'exploration et ensuite l'action. Et aujourd'hui, on vous propose d'explorer le champ des possibles à travers les live métiers et plus précisément podcasteuse avec Marie-Charlotte. Ma première question pour toi, c'est est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie pro, comment tu t'es lancée dans la vie active, quels ont été les choix que tu as faits et comment tu es arrivée jusqu'à aujourd'hui être la podcasteuse du superbe podcast Crush que je vous recommande et de toute façon, on va avoir l'occasion d'en parler dans ce live. Merci Marine déjà de m'avoir proposé ce live. Je m'en réjouis d'avance. Écoute, moi j'ai fait des études littéraires. J'ai passé un bac littéraire. Derrière ça, j'ai fait des langues étrangères parce que le truc qui me faisait vibrer, vraiment le seul truc que je ne voulais pas perdre à la sortie de mon bac, c'était les langues étrangères parce que j'ai toujours eu une envie de voyage hyper puissante. Et donc, j'ai fait un parcours LEA, donc langues étrangères appliquées, pendant lequel j'ai notamment fait une année d'Erasmus en Espagne, mode auberge espagnole, ce qui n'a fait que amplifier mon envie, ma curiosité pour le monde et les autres. Après ça, j'ai fait un DESS de gestion de projet culturel à Paris 13, qui m'a permis aussi, c'était un DESS qui était très pratico-pratique, puisque je devais monter un événement à cheval sur 3 pays. Et j'ai fait ça entre l'Argentine, l'Espagne et la France. J'ai toujours eu une passion pour la culture hispanophone, espagnole et latino. Et voilà. Et j'ai fui dès que j'ai pu, et en Espagne, et ensuite en Argentine, à Buenos Aires, Ah, génial. où j'ai passé des moments merveilleux, où j'ai rencontré d'ailleurs mon crush à moi, mais bon, ça c'est une autre histoire, même si c'est quand même le début de tout quand même. Et après ces 2 SS de LEA, j'ai eu une première opportunité de boulot au cabinet du maire de la mairie de Saint-Denis. Moi, j'ai grandi dans la ville de Saint-Denis, dans le 93. Et le directeur de cabinet m'a proposé un premier poste de chargé de mission dans le cadre du programme d'accompagnement de la Coupe du monde de rugby qui avait lieu en 2007 au Stade de France. Et donc, c'était mon premier job, première rencontre, première opportunité. Et après ça, pendant cet événement, j'ai croisé le chemin de responsable événementiel, parce que c'était un gros événement qu'on organisait avec une structure événementielle, avec une agence. Et je suis tombée dans la marmite événementielle et ça a duré 15 ans, puisque pendant 15 ans, j'étais soit freelance, soit en poste en agence en tant que chef de projet. J'ai commencé par la prod, ensuite j'ai fait du projet. Et pendant 15 ans, je me suis éclatée parce que l'événementiel, c'est quand même un terrain avec où il t'arrive des trucs complètement improbables à chaque dossier. Hein. Oui, Donc, c'est vrai. je me suis retrouvée, par exemple, l'apogée pour moi, ça a été de me retrouver sur la rue Soufflot le 1er juillet 2018 pour l'entrée au Panthéon, la cérémonie d'entrée au Panthéon de Simone Veil. Voilà, ça c'est des trucs complètement fous, des choses à l'étranger, dans des endroits improbables, accessibles, etc. Et puis, il m'est arrivé ce qui nous arrive à nous, à beaucoup de femmes, j'ai eu 2 enfants. Et après ces 2 enfants, j'étais en quête de sens. J'ai quitté mon agence avec une rupture conventionnelle. Je suis partie avec 2 ans de chômage. Et j'ai laissé décanter pendant un certain temps, pendant bien 6 mois, j'ai laissé décanter mon cerveau et les envies sont revenues petit à petit. J'ai fait un programme d'accompagnement chez Gold Up, donc c'était un programme de The Family avec Alice Zaguri qui accompagnait les femmes dans l'entrepreneuriat.
Et là, j'ai eu un gros déclic sur, OK, l'entrepreneuriat, c'est ma voie. J'ai envie de m'exprimer de cette façon. J'ai monté une première boîte qui s'appelait Toucher Coller, qui était une boîte de retail en vêtements à message, qui mettait en lumière les mots rigolos des enfants. Cette boîte a duré 2 ans et puis je l'ai fermée parce que c'était trop dur et que je ne rentrais pas assez d'argent très concrètement Oui, dans le foyer. ouais. Euh, Mon chômage s'arrêtait. J'ai repris des missions événementielles en freelance et quelques mois plus tard est arrivée l'idée et l'envie de faire du podcast. Euh, j'ai écouté cette envie, je me suis plongée dedans, je l'ai pris comme une marque, comme une boîte à part entière. J'ai posé une stratégie, je me suis lancée dans les premières interviews et j'ai lancé Crush il y a tout pile 1 an. Voilà, j'ai lancé Crush le podcast il y a 1 an. Waouh! J'adore. Bon, là, je me dis, mince, j'ai 150 000 questions, on va jamais arriver en 30 minutes. J'essaie de Mais faire court. non, non, mais c'est génial parce qu'en fait, ne serait-ce que ta première expérience entrepreneuriale où tu as décidé de fermer parce que tu rentrais pas assez d'argent, Mm. juste ça, c'est hyper intéressant parce que tu apprends tellement des échecs, hein, c'est hyper Ouais. galvaudé. Et j'aime pas le mot échec, mais c'est une super expérience. Mais je vais essayer de rester du coup pour le moment sur le podcast. Vas-y. Donc déjà, je savais pas que c'était seulement il y a 1 an parce que je sais que Crush, t'as réussi un super beau lancement avec plein d'écoutes, etc. Ma première question pour toi et pour ceux et celles qui sont là, est-ce que tu peux nous dire quel est le concept de Crush? Comment tu l'as trouvé? Comment tu as tout organisé pour jusqu'au premier lancement de l'épisode? Un peu ton coming out de Ouais, podcast. ouais. Alors, Crush, c'est le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. En fait, j'avais une passion j'ai une passion dans la vie. Je suis fêtarde, je sors beaucoup et j'adore poser, une question en soirée quand je rencontre des nouvelles personnes, c'est: «Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés?» Et il y a eu un moment post-Covid, où il y a eu une fête avec des parents d'élèves de mes enfants, où j'ai posé cette question et j'ai eu une réaction qui m'a beaucoup touchée. Heu, les 2 personnes qui me l'ont raconté, les regarder me raconter, leur rencontre, j'ai vu le plaisir chez eux de le faire et moi j'ai pris énormément de plaisir à les écouter. Et en sortant de cette soirée, je me suis dit: «Je vais lancer un podcast sur la rencontre». J'étais déjà, amatrice de podcasts, j'écoutais beaucoup de podcasts et à ce moment-là, c'était une intuition, en fait. C'était un pressentiment qu'il y avait quelque chose dans cet espace podcast qui pourrait me correspondre et qui pourrait faire que je m'épanouisse, et que j'explore, tous les, toutes les envies que je n'avais pas réussi à exprimer dans ma vie professionnelle jusque-là. Et ensuite, bah, c'est ce que je te disais, j'ai pris forte de mon expérience de toucher-coller, de ma première marque, en fait, je l'ai pris mon podcast comme une marque. J'ai planché sur une plateforme de marque, une vision, une mission, un ton, une proposition de valeur. Hem, heu, Derrière, j'ai creusé la ligne éditoriale, heu le template d'épisode, quels sont les éléments principaux pour qu'un épisode soit réussi. Et puis j'ai commencé à chercher mes premiers invités. Donc ça, je l'ai fait, cette fois, ça m'a pris 2-3 mois, puisque je bossais à côté. Hem, heu et puis je me suis lancée dans le truc. Moi, j'adore me jeter dans le vide. C'est un truc qui me passionne, un truc Ah, que je j'adore. connais pas, j'adore sauter dedans. Donc je me suis lancée, j'ai emprunté du matériel d'enregistrement et je suis allée interviewer mes premiers invités qui étaient des amis et je les ai questionnés et ils m'ont raconté leur rencontre. Une fois que j'ai eu, 7-8 épisodes, enregistrés, je les ai montés et puis après j'ai rencontré un podcasteur qui m'a fait revoir ma copie. Donc j'ai foutu à la poubelle tous les montages que j'avais faits et je les ai remontés, Ah là là. et j'ai fait face au biais, tu sais, qui te le biais cognitif qui t'encourage à ne pas effacer tout ce que tu viens de faire et toute Ah l'énergie que tu ouais. viens de mettre dedans. Et en fait, je me suis dit: «Non, laisse tomber, vas-y». Ça J'avais encore cette petite voix qui me disait: «Il a raison, écoute-le, fais Mmh. autrement». Donc j'ai tout Mmh. mis à la poubelle, j'ai tout refait et j'ai lancé le 20 novembre 2022. Alors au lancement, j'ai pas eu énormément d'écoute, Marine, parce qu'en fait, j'avais aucune communauté. Oui. C'est-à-dire que j'ai lancé, mon compte Instagram. J'ai pas de communauté personnelle. J'ai lancé mon compte Instagram, 15 novembre, je crois, ou 10 novembre, et j'avais, 100 abonnés, au moment où j'ai lancé le podcast. Donc j'ai pas fait exploser les stats au début. Normal. En Ouais. revanche,
clairement, j'avais une stratégie de création de contenu et une stratégie de promotion de ces contenus qui était très claire, qui était limpide pour moi, que je le challengeais en permanence et que je challenge toujours en permanence. Sur quels médias je vais, pour dire quoi, à qui, grosso modo, créer mon écosystème de communication. Ouais. Et il se trouve que ça a marché, puisque effectivement aujourd'hui, depuis lors, mon audience ne cesse de croître de façon exponentielle, et que oui, aujourd'hui, je suis à 150 000 écoutes cumulées au bout d'un an, avec surtout des derniers mois où j'ai énormément d'écoutes. Tu vois, là, sur le dernier mois, j'ai fait 35 000 écoutes, et j'ai beaucoup d'auditeurs uniques aussi. Donc oui, en ce sens, je pense que ces résultats en un an sont bons. C'est ça. Oui, Ouais. clairement, Ouais. clairement. Génial, enfin c'est passionnant. J'ai vu qu'il y a plein de questions qui sont arrivées dans le chat, alors je remonte. Mélanie demande: de quelle manière tire-t-on des revenus du podcast? Est-ce suffisant pour en vivre sans avoir une activité à côté? Alors, c'est la question cruciale de tout créateur de contenu et de podcasteur, podcasteuse. Je vais encore une fois être très transparente. Je ne vis pas du podcast aujourd'hui. Moi, je suis encore en transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma vie professionnelle se partage entre mes missions freelance que j'ai dans l'événementiel, qui sont pour moi ma source principale de revenus. Et petit à petit, je suis en train de faire entrer des revenus issus du podcast qui vont venir dans une échéance dans ma tête, c'est à 6 mois, remplacer, donc d'ici juin 2024, remplacer les revenus de l'événementiel. Comment on tire de l'argent sur un podcast? Il y a plein de façons de le faire. Il y a plein de modèles différents. Moi, sur Crush, j'essaye de réfléchir à un business model avec différentes voies de monétisation qui, mises les unes à côté des autres, vont former un revenu. Tu peux explorer la voie de la communauté. Donc, j'ai un Patreon, donc un crowdfunding, où j'ai des auditeurs qui me soutiennent tous les mois. Déjà, j'ai ça. Ensuite, tu peux explorer des produits dérivés. Moi, j'ai créé par exemple un sweatshirt Crush que je n'ai pas sur moi, que je vends en ligne grâce à une collaboration avec une boutique de personnalisation textile. J'en retire quelques revenus. C'est encore pas grand-chose, mais j'en retire quelques revenus. Ensuite, la plus grosse façon, la façon la plus intéressante de retirer des revenus d'un podcast, c'est le sponsoring. Donc, c'est de s'associer à des marques qui vont qui vont me rémunérer pour que je fasse leur promotion sur mon podcast d'une façon ou d'une autre, que ce soit en host reading, c'est-à-dire au début de l'épisode en pub. C'est un host read, c'est un message que je laisse moi, que j'écris moi-même et que je prononce moi-même pour faire la pub de cette marque, pour faire la promotion de cette marque. Soit en influence également, c'est hyper important, mais mon compte Instagram, mon compte LinkedIn et bientôt ma chaîne YouTube seront des espaces d'influence sur lesquels pourront compter les marques qui s'associeront à moi. Et ensuite, moi, j'ai décidé de mettre ces compétences d'écriture et de création de podcasts au service de podcasts de création de podcasts, que ce soit des podcasts, on va dire, originaux ou des podcasts de marque. Ouais, merci beaucoup. Et ça répond donc aussi à la question de Marie-Camille sur le business model d'un podcast. À titre, enfin moi, du côté de Chance, par exemple, on sponsorise des podcasts, mais je peux pour connaître du coup les prix de combien je paye pour sponsoriser des podcasts par rapport au volume d'écoute qu'ils vendent. C'est en fait c'est hyper dur si on est honnête, et c'est le but de ce live métier, c'est très très difficile de vivre d'un podcast parce que même ceux qui font des je sais pas, des 500 000 écoutes par mois, donc on se parle vraiment de volumes qui sont énormes. Marie-Charlotte, vous parlez tu me dis si je dis des bêtises, de 150 000 depuis que tu es créée. Il y a des podcasts avec qui on travaille, par exemple, ça va être du 500 000 par mois ou voire plus. Et même ça,
c'est plus difficile. Enfin, c'est difficile d'en vivre. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête parce que souvent, c'est quelque chose qui est un projet à côté, un projet Oui, de cœur. Et en fait, vous le commencez à le faire grossir vraiment avant souvent de lâcher votre travail rémunérateur. Enfin, sauf si Marie-Charlotte, tu as une autre vision. Mais je pense que les petits pas fait que vous pouvez plus facilement vous lancer parce qu'il n'y a pas tout de suite maintenant la pression financière de mon Dieu, je n'ai plus de revenus. Euh, oui, il y a un espèce de palier. On dit que tu peux commencer à monétiser ton podcast à partir de 5 000 écoutes par mois. Ce n'est ok, qu'un palier parce que il existe des podcasts qui ont moins d'écoutes que ça par mois et qui sont sponsorisés. Moi, je n'ai pas de sponsor encore aujourd'hui et ça va bientôt arriver, mais pour l'instant, j'en ai pas avec mes écoutes. Et c'est une question qui est complexe, donc on ne va pas l'aborder dans le détail aujourd'hui. Je répondrai à d'autres questions si les gens veulent me contacter sur Instagram avec plaisir. Euh, donc oui, le sponsoring aujourd'hui, c'est compliqué sur le podcast pour plein de raisons. hmm. Il y a une question de Maëlys. Bonjour, avec quel matériel avez-vous commencé? Quels conseils donneriez-vous? Est-ce que c'est du très bon matériel directement, donc un gros investissement, ou avez-vous commencé petit à petit au risque d'avoir des podcasts moins quali au début? Alors, grosse question. Moi, j'avais 0 budget. Donc, ou budget low. J'ai commencé par emprunter du matériel. J'ai emprunté un Zoom H4 d'un voisin, pour tout te dire, que je ne connaissais presque pas, qui me l'a prêté pour enregistrer mes premiers épisodes. J'ai une copine qui m'a prêté 2 micros qu'elle avait parce qu'elle est chanteuse. Et j'ai fait mes premiers épisodes comme ça. Et ensuite, une fois que je savais que je savais ce que je voulais comme matériel, je suis allée les acheter. Le Zoom, je l'ai acheté en seconde main sur Le Bon Coin. Il m'a coûté 150 €. C'est un Zoom H5. Et les micros, je me les suis fait offrir pour Noël et mon anniversaire. Et C'est donc, au génial. total, je pense qu'on est autour de 300 € pour tout le matériel, plus la carte SD, les cartes SD. Hmm. Moi, Une autre question. je conseille toujours de commencer. Faut pas il n'y a pas de barrière technique en fait. Même si tu veux commencer à faire une interview avec ton iPhone, fais une interview avec ton iPhone. De toute façon, c'est en faisant et en étant dans l'action que tu apprends. Et après, tu achèteras du bon matos, etc. Moi, j'aime pas trop la surenchère sur le matériel hyper pointu et tout. Pour moi, travaille ton contenu déjà, ta ligne édito, sois pertinent là-dessus. Et après, du moment que ton son est audible, en plus, il existe plein d'outils pour rendre un son moyen hyper bon. Oui, ce que dit aussi Catherine dans le chat, un bon téléphone portable enregistre très bien aussi. Je travaille en radio. Mm. Pour continuer dans les questions, Catherine, une autre Catherine nous dit, j'ai bien compris que la thématique de ton podcast a été une évidence. Comment faire quand tu as plusieurs idées en tête? Ah, je ne sais pas. La courte paille? Non. Euh, alors, je pense qu'il faut. La clé pour répondre à cette question, c'est que pour tenir sur la durée un podcast, il faut que la motivation, elle vienne des tripes, elle vienne du cœur et qu'elle soit hyper forte. Parce qu'un podcast sur la durée, on va pas se mentir, c'est hyper dur. Je sors un épisode par semaine depuis 1 an. C'est un travail de dingue. Et la perte de motivation, elle arrive sans qu'on s'en aperçoive parce que on n'a pas assez d'écoute, ou en tout cas pas autant que ce qu'on voudrait, parce que tel invité nous a dit non, parce que il se passe des trucs dans ta vie perso et que du coup tu perds un peu le mojo, nanana. S'il n'y a pas une raison hyper puissante qui te pousse à le faire, tu vas abandonner. Et c'est pas la peine de te dire non, 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 tu vas abandonner, c'est sûr. D'accord. Il y a plein de podcasts qui s'arrêtent avant le 10e épisode. Et là, je parle de quasiment 90% des podcasts qui sortent. Tout à fait. Donc, il faut vraiment trouver votre mission. Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que vous voulez dire au monde? Quelle est votre proposition de valeur? Quel est votre axe différenciant? Qu'est-ce que vous mettez de vous dedans?
Donc, j'aurais tendance à dire, si tu as plein d'idées, creuse-les toutes et trouve celle qui te fait vibrer, qui te fait ressentir quelque chose de très fort et qui te fait émerger une proposition de valeur qui te tient à cœur et qui va être capable de te porter le plus longtemps possible. Parce que c'est un marathon, un podcast. Développer un podcast, c'est un marathon. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Je rebondis pour avoir aussi un podcast à titre personnel à côté de mon travail. En fait, c'est énormément d'heures de travail, surtout sur le montage. Pour celles qui vont se lancer, vous allez découvrir. Et en fait, moi, je me dis, en fait, quand je réécoute les épisodes pour me lancer dans un tunnel de 8 heures, en fait, j'aime tellement ça et je trouve ça tellement important. Et je me dis que si ce podcast peut aider, cet épisode peut aider une personne, le job est fait. Qu'en fait, ça me nourrit moi. Et Marie-Charlotte a hyper raison. Il y a 90% des podcasts disparaissent au bout d'1 an. Donc, il faut vraiment que vous soyez sur quelque chose qui vous porte. Enfin, tout ce qu'a dit Marie-Charlotte, je ne peux que acquiescer parce que c'est beaucoup de travail et du coup, si c'est pas un sujet de cœur, vous allez lâcher. Par exemple, tu vois, moi, derrière l'histoire de la rencontre, parce que mon podcast, il est divertissant. C'est-à-dire, tu l'écoutes pour t'évader et pour rêver, pour te faire du bien. D'accord? C'est doux, c'est émouvant, c'est palpitant, c'est comme une série, c'est comme un film, c'est comme une comédie romantique. Mais derrière ça, moi, ce qui me porte, c'est que la rencontre, pour moi, c'est une raison d'être, c'est une des raisons de notre vie sur Terre. Pour moi, c'est un des sens de la vie. Et donc, valoriser la rencontre, l'élan d'aller vers l'autre, de comprendre l'autre, d'être tolérant vis-à-vis de tout ce qui est de toutes les différences qui existent sur Terre. Moi, derrière, ma motivation, elle est là. Et ça, c'est plus que j'ai envie de raconter des belles histoires. Ouais, mais je comprends complètement. Il y a une question sur le montage et sur les logiciels que tu utilises. Alors, le montage, j'ai monté moi-même les 27 premiers épisodes, je crois, sur Audacity, qui est un logiciel gratuit, complètement gratuit, que tu peux télécharger sur ton ordinateur, qui est assez simple d'utilisation. Il existe énormément de tutos sur YouTube. Moi, je suis de la team tuto YouTube. Dès que j'ai un problème, YouTube me sauve la vie. Donc, et tu trouves toutes les réponses que tu veux pour apprendre à monter un podcast. Tu tapes une demi-heure, 1 heure, 2 heures de tutos et tu sauras utiliser Audacity. Il existe également Reaper qui est gratuit, malgré ce que certains disent, tu peux l'utiliser de façon gratuite, qui est un peu moins intuitif à utiliser, donc qui demande un peu plus de temps de prise en main, mais qui en revanche est beaucoup plus performant. Tu peux faire plus de choses, je trouve que les fonctionnalités sont plus intéressantes. Et bon, moi, il se trouve que j'ai décidé de déléguer le montage à une monteuse, à une sound designer, une ingé son. Donc, moi, j'ai plus cette contrainte du montage, ce qui me permet de reprendre du temps sur ma valeur ajoutée, qui est la création de contenu. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Il y a aussi une question sur quelle est la bonne fréquence de publication, s'il vous plaît. La bonne fréquence de publication, c'est celle qui vous correspond. C'est-à-dire qu'il faut au départ estimer le temps que vous aurez à donner à votre podcast. Si c'est un side project, ne vous lancez pas, franchement. Je donne rarement des conseils aussi impératifs, mais ne vous lancez pas dans une publication hebdomadaire, sauf si vous avez des épisodes de 5 minutes en solo, pourquoi pas. Mais si vous faites des épisodes où vous devez écrire, vous avez de la narration, si c'est de la fiction, si c'est de l'interview, le 1 par semaine, c'est vraiment très dur à tenir. Moi, je l'ai fait parce que j'ai réussi dans mon emploi du temps à me dédier suffisamment de temps à temps plein sur le podcast pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, j'ai une mécanique hyper rodée, donc je peux continuer à le faire. Mais sinon, il faut estimer le temps que vous avez à consacrer à votre podcast et prendre la décision. Par exemple, le bimensuel est hyper intéressant. Le bimensuel, et même moi, je me pose des questions d'ailleurs, est intéressant parce qu'il vous laisse du temps et pour produire de façon plus
tranquille et qualitative, et pour communiquer et faire la promo de vos épisodes derrière. Parce qu'avec un épisode par semaine, communiquer, utiliser toute la matière que vous avez dans un épisode via vos différents réseaux, c'est compliqué, c'est un vrai challenge. Donc vraiment, il faut que la bonne fréquence, c'est celle qui vous correspond. Ouais. N'hésitez pas si vous avez encore des dernières questions parce qu'il nous reste que quelques minutes. Je sais que ça passe vite. Une autre question pour toi, Marie-Charlotte, sur donc quel est le sens que tu y trouves? Tu nous l'as expliqué. Et dans tout ce projet qui est un projet de cœur et qui est génial, c'est quoi pour toi les choses qui te pèsent le plus ou que tu aimes le moins? Parce que justement, l'idée, c'est vraiment de donner une réalité terrain avec tous les côtés, quoi. Moi, ce qui me pèse le plus, clairement aujourd'hui, j'ai délégué le montage parce que le montage pour moi, c'était hyper chronophage. Je suis très heureuse de l'avoir fait pendant aussi longtemps parce que je sais le travail qu'a à faire la monteuse maintenant aujourd'hui, et donc ça, c'est précieux. Ouais. Si je devais le refaire, je ferais exactement pareil. Donc toute la partie montage, et puis aujourd'hui, arrive la partie commerciale en devant aller chercher des sponsors, et ça pour moi c'est compliqué parce que j'ai jamais appris à vendre. Moi, je suis pas une bonne vendeuse, je suis pas une bonne commerciale. Je sais que ça apprend. Donc c'est ce que je suis en train de faire en faisant, en étant dans l'action en ce moment, mais sur ce secteur-là. Mais c'est vrai que la partie commerciale, une fois de plus, c'est pas ma zone de génie, quoi. C'est pas ma zone de flow. Moi, j'aime écrire, j'aime créer des contenus, j'aime interviewer. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est ce qui est le plus compliqué aujourd'hui. Ouais, je comprends. Et ça fait écho avec des amis que j'ai qui sont des plumes magnifiques, plus sur l'éditorial, mais qui sont bonnes en salarié, mais en freelance, c'est hyper compliqué parce que se vendre, c'est pas du tout leur vibe. Donc effectivement, c'est une compétence qu'on n'a pas forcément instinctivement. Ouais. Il y a une autre question de Arnaud. Pourquoi n'avoir pas directement démarré une chaîne YouTube? Parce que je n'avais que 2 mains et un cerveau. Parce que c'est un choix. J'ai commencé par le podcast et j'ai choisi mon canal d'acquisition principal avec Instagram. Je communique également sur LinkedIn, et la chaîne YouTube arrive maintenant parce que c'était trop de. Je n'arrivais pas à le faire rentrer dans le pipe avant, tout simplement. Mais Ouais. c'est une vraie question, hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de podcasts qui sont vidéo. Moi, j'attendais de prendre confiance aussi, d'être complètement à l'aise et de trouver la bonne façon de le faire. Parce que quand il s'agit de diffuser des interviews en vidéo, en studio, ça a l'air simple comme ça, mais faire des épisodes vidéo de studio, ce que vous voyez de Lena Situation, ce que vous voyez de Mathieu Stéphanie, ce que vous voyez des influenceuses qui font des podcasts enregistrés en studio et qu'elles montent sur leur chaîne YouTube, derrière, c'est un studio équipé, c'est des caméras dans l'équipement, il y a des caméras dans le studio qui enregistrent pendant tout l'enregistrement. Et derrière, il y a un montage, il y a de la réal, en fait. Donc, c'est un autre terrain de jeu, hein. Ouais, tout à fait. Effectivement, si on est sur la partie vidéo filmée, Arnaud posait la question aussi en juste, tu sais, comme Métamorphose fait, juste la bande audio avec une image sur Ouais, YouTube. c'est déjà sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir Crush, Ok. la chaîne. C'est effectivement, je publie tous les épisodes en audio sur la chaîne Ok. YouTube pour l'instant. Ouais. Donc en fait, quand tu dis lancer YouTube, c'est passer en format filmé. C'est en passé en épisode filmé, ouais. Ok. Absolument. Euh, ok. Merci beaucoup. Et Je puis, je l'ai remonte. lancé il y a un mois, la chaîne YouTube. Enfin, je l'ai créée il y a un mois. C'est récent. Ça marche. Alors, tu as plein de questions. Charlotte, j'en pose une dernière parce que je vois que l'heure tourne. Marianne demande comment s'articule votre planning entre le podcast, l'événementiel et la vie perso-famille. Alors, j'ai le podcast, l'événementiel, la vie perso-famille et le podcast. Dans le podcast, il y a Crush et mes missions pour les studios de podcast que je commence à faire également. Comment ça s'articule? T'as un joyeux, t'as un joyeux Tetris. C'est un Tetris.
c'est un Tetris qui parfois peut être pesant. Très concrètement, j'essaie de déléguer des plages horaires aux différents métiers en fonction des contraintes et des obligations de planning et de rendu et de livraison de mes contenus. Mais c'est un Tetris, l'équilibre est un peu touchy. En revanche, quand ça fonctionne, je suis dans une zone d'épanouissement intersidéral. J'adore. C'est-à-dire qu'hier, je me baladais dans la rue et je me disais « Ah, je suis bien là. Ah, c'est génial. Je rentre, je vais faire un peu de ça pour la boîte event. Après, je vais me consacrer à mon post Instagram pour Crush. Et puis, ce soir, je ferai ça. Je rajoute mon temps libre. Je vais chercher mes enfants à l'école tous les jours, quasiment. Ou en tout cas, on s'alterne avec le papa. Le week-end, ces derniers temps, j'ai réussi à ne pas travailler. Donc voilà, quand j'arrive à trouver l'équilibre, c'est pas toujours le cas, on va pas se mentir, mais quand il est là, je suis sous perfusion de kiff. J'adore. Merci beaucoup, beaucoup, Marie-Charlotte. C'est frustrant, une demi-heure, ça passe hyper vite. Mais du coup, maintenant, vous pouvez aller suivre, donc écouter Crush, que je vous recommande, qui est un super podcast, parce que les rencontres amoureuses, c'est tellement passionnant. Vous pouvez donc aller suivre sur l'Instagram, comment il s'appelle? Crush _ le podcast. Ok. Et n'hésitez pas à venir me poser des questions en DM. Hein. Je suis toujours hyper contente de partager cette réalité avec ceux que ça intéresse, donc n'hésitez pas. Non, c'est bon, je vérifie, je te suis bien. Et aussi LinkedIn. LinkedIn, si jamais... ouais. Marie-Charlotte Danchin. DANCHIN. Ouais. Je le remets dans le chat aussi. Donc voilà, vous pouvez du coup continuer la conversation avec Marie-Charlotte si vous avez encore des questions. Et écoutez Crush surtout. Et suivez le compte Insta. Mille merci d'avoir donné 30 minutes de ton temps. Merci à toi, Marine. C'était merci vraiment, à vous, merci à la chance. C'était vraiment super. Cool. Et merci à toutes et tous pour toutes vos questions. C'était hyper animé, donc trop chouette. Et j'ai hâte de voir ceux qui sont dans le chat vos projets podcast naître. N'hésitez pas à nous les partager quand ça viendra. Oui. Sur les réseaux de chance, soit Marie-Charlotte aussi. N'hésitez pas. Absolument. On a hâte de savoir quelle va être votre mission, votre voix. Votre vibration. Merci. Ciao tout le monde. Bye.